fait paraître en octobre 2020 un ouvrage remarquable intitulé La mère symbolique, où tu conjugues le récit autobiographique et l'analyse du mouvement féministe à partir des années 70 à travers des figures médiatrices, celles que tu appelles les mères symboliques. Pourrais-tu définir ce concept de maternité symbolique qui, à ma connaissance, n'est inscrit nulle part? Effectivement, et quand j'ai commencé à vouloir travailler sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que, par exemple, sur Internet, aucun livre n'a été publié en portant ce titre. Et que les seules références que l'on trouve à cette notion-là, c'est dans le domaine religieux, et plus précisément dans le domaine chrétien, où il y avait quelques mères symboliques au IVe siècle ou au Ve siècle, ou alors évidemment la grande madre, c'est Thérèse d'Avila, qui était donc, on lui avait donné le nom la mère, tu vois, mais à part Kristeva, Julia Kristeva, qui a vraiment développé la question de la maternité symbolique chez Thérèse d'Avila, c'est quelque chose qui n'est absolument pas dans nos habitudes. C'est pas du tout un concept qui est utilisé pour qualifier les relations entre femmes de générations différentes. Et donc, comme moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère symbolique, mais la dite mère qui ne s'est jamais revendiquée d'être une mère symbolique, bien au contraire, elle disait je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un maître, je suis un catalyseur d'énergie. Donc moi, ok, c'est parfait, j'avais rien contre, mais n'empêche que elle a eu la fonction de mère symbolique dans ma vie. Et donc, bien après sa mort, je me suis dit c'est quelque chose qu'il faut absolument développer parce que d'abord, beaucoup de femmes ont des problèmes avec leur mère, premièrement. Deuxièmement, on a le développement des biotechnologies, et notamment à travers la GPA, qui est la négation totale des mères. Je me suis dit, si les biotechnologies ont la capacité de nier à ce point la mère, c'est qu'il y a un problème, il y a un déficit de définition de ce qu'est la maternité et dans ce qu'elle apporte au niveau symbolique précisément. Hein. Et puis, mon expérience au MLF m'avait montré qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On était des femmes de générations différentes. Hein. Il y a eu d'apports. Enfin, moi, j'ai été formée par toutes ces femmes. Mais on n'était pas du tout dans une problématique de maternité. On était dans le rejet de la maternité. Hein, dans la quête de la libre maternité. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a mis de côté la question de la reconnaissance des femmes qui avaient une maturité supérieure à la nôtre. Moi, j'étais jeune, j'avais 25 ans, donc j'avais pas de mal à trouver des femmes qui avaient une maturité plus grande que moi, que la mienne. Et donc, et ça a été un problème parce qu'on avait une conception de l'égalité qui n'était pas du tout en adéquation avec l'expérience tout à fait nouvelle que nous vivions entre femmes dans un collectif de femmes où on disait nous les femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est cette expérience, je pense que n'a pas encore, on est loin d'en avoir tiré la substantifique moelle. D'abord parce qu'il y a eu très peu d'écrits, ce qui est absolument étonnant parce que il y a énormément de femmes qui ont vécu cette libération dans tous les milieux, hein, dans tous les milieux professionnels, dans toutes les villes, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un déficit de réflexion sur ce qu'on a vécu, et puis même d'une manière générale, quand on pense que la maternité est encore réduite à la dimension biologique, il y a un vrai problème. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il va falloir s'atteler à la question. Donc la mère symbolique, si je peux résumer ça de manière très elliptique, ça serait en fait une passeuse. Une Ah, passeuse plus de... que ça. Plus que ça, vas-y. Je vais donner l'exemple de ma propre mère symbolique, parce que je pense qu'il faut donner des exemples concrets. Mhm. Donc moi, la mienne s'appelait Charlotte Calmis. Hein. C'était une femme qui avait 37 ans de plus que moi, tu vois, donc c'est énorme.
Mais comme c'était une créatrice, elle avait gardé cette jeunesse de cœur qui était absolument indispensable dans le MLF. Et cette capacité à venir à la rencontre des jeunes femmes, justement, et de leurs revendications. Et comme elle, ça faisait des années qu'elle avait une réflexion féministe sur les femmes artistes, notamment, tu vois, elle a même commencé pendant la guerre de 39-40, elle était dans un groupe d'artistes où elle était la seule femme, dans le groupe de Pignon, Édouard Pignon. Et j'ai vu sur son journal où elle disait je suis la seule femme et ils sont très misogynes. Donc déjà, tu vois, elle a et donc quand le MLF est arrivé, et d'ailleurs ce qui est étonnant, c'est qu'elle a été, dès 1970, elle a rencontré les premières féministes. C'était une poignée, hein. C'était aux États généraux de Elle, à Versailles, et c'est dans son journal que je vois ça. Et donc, bref, quand on s'est rencontrés en 1974, hein, en novembre 1974. Et là, on avait proposé de faire un groupe sorcière. Et elle dit, ok, je veux bien faire un groupe sorcière avec vous. Et donc, elle nous a expliqué la première séance qu'elle était un catalyseur d'énergie, qu'on allait faire une méditation pendant une demi-heure et qu'après, on allait écrire. Parce qu'elle pensait que les femmes, justement, c'était l'accession à la parole, qu'elles avaient été dans un mutisme pendant des siècles et donc il fallait trouver le chemin de cette parole. Et c'était une méthode extraordinaire parce qu'elle avait tout à fait raison, mais l'originalité de sa méthode, c'était de commencer par faire silence. C'est-à-dire retrouver notre voix intérieure. Et à partir de ce silence ensemble, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'énergie du groupe, ce qui faisait que les peurs étaient domptées, on pouvait retrouver, aller si tu veux, dans cette source de la parole, traverser le mutisme et accéder à notre propre parole de femme. Chaque parole singulière. Alors moi au début j'étais partante bien sûr, mais je trouvais que mes textes n'étaient pas très intéressants, même pas intéressants du tout. Et donc, mais progressivement, je trouvais que ce groupe était devenu absolument nécessaire pour moi. C'est-à-dire, contrairement aux autres groupes du mouvement où il y avait toujours des problèmes affectifs, hein, de non-reconnaissance d'ailleurs, hein. Là, dans ce groupe, il y avait quelque chose de mon être profond qui était nourri. Et progressivement, Charlotte, elle s'est rendue compte que j'avais un potentiel créateur et que ce potentiel, il fallait le reconnaître et il fallait l'aider à s'exprimer. Et donc c'est dans ce sens-là qu'elle a été ma mère spirituelle, moi je dirais même spirituelle, parce qu'elle a reconnu mon potentiel. Et ça, c'est quand même absolument c'est très rare. Oui. Justement, il y a une phrase que je trouvais très, très belle dans le chapitre Les mères de nous toutes. C'est cette mère qui s'enfante elle-même en donnant au monde une œuvre. Évidemment, donc, c'est cette maternité symbolique, c'est celle qui pourrait remplacer la maternité biologique ou qui pourrait venir avec la maternité biologique. Et ma question, c'était aussi, est-ce qu'elle peut s'adresser à toutes les femmes, cette mise au monde d'une œuvre? Tu vois, ça Moi, personnellement, j'espère qu'elle s'adresse à toutes les femmes. Parce que, par exemple, tu as Elisabeth Vigée-Lebrun, qui a eu un enfant et qui a fait une œuvre extraordinaire. Bon. Donc, c'est pas dissocié. Ça ne s'exclut pas. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Ce sont deux moments différents de la vie des femmes. Hein. On commence par la maternité biologique, parce que moi je pense qu'il est mieux d'enfanter très jeune.
Et ensuite, ça demande une certaine maturité, la maternité symbolique, hein. Et donc, c'est un processus d'évolution spirituelle, je pourrais dire, hein. C'est à la fois se mettre au monde, c'est mettre au monde l'enfant intérieur, c'est-à-dire sa nouvelle personnalité, le soi, c'est-à-dire une personnalité beaucoup plus grande. Mais ça se fait au sein d'un processus. Et la mère symbolique accompagne la fille spirituelle, si je peux dire, pour mettre au monde son propre enfant. Mais il se peut qu'elle le mette au monde toute seule, comme par exemple j'ai retrouvé le journal de Charlotte, qui a écrit des poèmes au début, la fin des années 60, et en quittant sa maison, c'est-à-dire avant de rencontrer le MLF, elle a écrit cette phrase extraordinaire, devenir ma propre mère. Est-ce que l'amour de soi, à ton avis, hein, passerait par justement la reconnaissance de cette mère symbolique, l'amour de soi? Bon, c'est quand même une tarte à la crème du bien-être contemporain, où on nous dit toujours s'aimer soi-même. Et justement, est-ce que comment dire, ce processus de reconnaissance de cette mère en soi, hein, ou qui peut passer par une autre mère symbolique, serait ce qui pourrait nous mener à l'amour de soi? Ça, à mon avis, oui, c'est absolument... oui, oui, ça me paraît évident. Je veux dire, les personnes qui n'ont pas une mère, on sait les dégâts que ça fait. Et ça donne de l'insécurité foncière, hein. Nous, toutes les femmes, on pourrait dire, nous, on a un problème de sécurité. Mais ce problème de sécurité ontologique, on pourrait dire. Hein, c'est pas de la sécurité affective, c'est la sécurité ontologique. Du fait que, je veux dire, on n'est pas le sexe premier. Tu vois. Moi, je vais résumer les choses comme ça, tu vois. Et cette insécurité ontologique, elle est aussi augmentée du fait qu'on a grandi, en tout cas moi j'ai grandi dans une religion de Dieu le Père. Une religion complètement masculine. D'ailleurs, toutes les religions sont masculines. Il n'y a aucune religion aujourd'hui féminine. Et à part en Inde, où tu as la mère divine, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez vivant. Oui, mais pour avoir vécu en Inde, je connais très bien le système hindouiste, où évidemment le carcan, je dirais, patriarcal, qui se manifeste sous une autre forme que dans notre culture judéo-chrétienne, mais quand même peut-être même encore plus violent Oui. qu'en Europe. Mais évidemment, il y a des figures maternelles qui sont reconnues dans des divinités ou dans des, on dirait, des femmes gourous, hein, qui peuvent exister. C'est ça. Évidemment, il y a cette figure maternelle très présente en Inde, mais dans la réalité, dans le quotidien, le quotidien des femmes en Inde est épouvantable. Absolument. Mais n'empêche que le concept existe. Tandis que nous, on a simplement la Vierge Marie. Et pendant des siècles, la Vierge Marie a été une figure de miséricorde, hein. Mais elle était vierge. C'est-à-dire il fallait qu'elle soit vierge. C'est-à-dire il y avait la coupure avec l'énergie sexuelle, avec l'éros. Et l'éros est fondamental quand même, puisque c'est l'énergie de vie. C'est l'élan vital, l'éros. Et si on coupe les femmes de leur élan vital, on va où spirituellement? On va nulle part. On fait des femmes soumises. Donc, tu vois, cette insécurité ontologique, elle est comment dire, construite. J'aime pas ce mot de construite, mais elle est consubstantielle au système religieux, au système politique, au système idéologique dans lequel on a grandi. C'est-à-dire au système symbolique. Hein, l'ordre symbolique, c'est l'ordre du Père. Et est-ce que, quand tu dis ontologique, oui, il y a le système patriarcal, mais est-ce que cette insécurité, elle est également transmise par la mère, dans le lien qui se construit avec l'enfant et aussi au moment de la rupture avec la mère, qui peut être
ce qu'on pourrait dire, cette lésion, ce que j'appelle la lésion mère-fille. Ah ouais. Et cette lésion mère-fille qui aboutit à des conflits, parfois tels qu'on les connaît, c'est devenu tellement banal de parler du conflit mère-fille, mais comment tu expliques qu'il a lieu avec la fille et pas avec le fils? Et est-ce que justement ça se construit dans un ordre évidemment patriarcal avec la figure du père dominant, mais justement tout ça, voilà, c'est ça qui Bien, m'interroge, cette non-reconnaissance de la fille par la mère. par la mère et inversement, la non-reconnaissance de la fille de là d'où elle vient, de l'origine, c'est-à-dire du ventre de la mère. C'est-à-dire, C'est ça, il y a ça ne les fait deux. pas rapport, pour reprendre une expression de Lacan sur la question du rapport sexuel homme-femme, Ah ouais. et j'ai envie de te dire aussi, entre la mère et la fille, ça ne fait pas rapport. Tout à Pourquoi? fait, parce que moi je sais pas, personnellement, par exemple, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant, mais très très jeune. Hein. C'est dès 16 ans, je disais que je ne me marierais pas et j'aurais pas d'enfant. Et ma mère, elle me disait, oh, tu changeras, j'en ai connu des comme toi, et puis elles se sont mariées. Bon, moi, je ne me suis pas mariée. Et il est clair que c'était par rapport à ma mère. C'était un rejet du modèle maternel. Ça, c'est absolument clair pour moi. Et c'est aussi un rejet du modèle de ma grand-mère, qui a été obligée de se marier alors qu'elle voulait devenir institutrice. Tu vois, donc les femmes étaient prises dans le mariage obligatoire. Hein. Et donc, il y a une répétition du problème mère-fille sur de nombreuses générations. Donc, moi, j'ai pensé qu'il fallait, si tu veux, c'est tout un travail qui se fait au sein des rêves. Tu vois, à un moment donné, j'ai rêvé que je disais à ma grand-mère, moi, je ne suis pas dans le biologique, je suis dans le symbolique. Je ne fais pas des enfants biologiques, mais symboliques. J'ai cassé, si tu veux, d'une certaine manière, la lignée matrilinéaire, mère-fille, puisque je suis la dernière de cette génération de femmes, de ces engendrements de femmes. Je suis la dernière et je n'ai pas fait d'enfants. Donc j'arrête la lignée, mais j'arrête la lignée pour passer au niveau symbolique, c'est-à-dire pour passer à un autre plan. Et ça, c'est très important parce que je voudrais l'associer à la question de l'amour, parce que c'est aussi le problème mère-fille. Par exemple, ma mère, elle disait, chez nous, l'amour mère-fille, il saute toujours une génération. Alors, il faut quand même l'entendre, hein, ce truc-là. Je l'ai également entendu. Le jour où elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, bah d'accord. Alors, elle me reproche d'aimer ma grand-mère, d'être aimée par ma grand-mère, et elle me dit carrément qu'elle ne m'aime pas. Bon, très bien. Et moi, le jour où ma mère symbolique, c'est-à-dire Charlotte, un jour au téléphone, elle me dit, mais comment ça se fait que tu ne me téléphones pas? Qu'est-ce qui se passe, Marie-Jo? Tu sais, je t'aime inconditionnellement. Alors là, ça m'a c'était un cadeau extraordinaire qu'elle me faisait parce que justement ma mère ne m'aimait pas inconditionnellement, tu vois. Je pense que le problème il se situe là aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire aimer inconditionnellement? Qu'est-ce qu'elle aimait inconditionnellement en moi? C'était l'être, mon être. Tu veux, il y a une reconnaissance de ce qu'il y a d'essentiel, une reconnaissance du cœur, parce que c'est vraiment le chakra du cœur pour m'exprimer comme les hindous, tu vois. C'est-à-dire l'amour, il se situe à ce niveau-là, au niveau du cœur, pas au niveau de l'émotionnel ni du sexe, tu vois. Et ça donne accès à la parole, c'est-à-dire au chakra de la gorge, tu vois, et ensuite au troisième œil. À la connaissance. Voilà. C'est-à-dire à la confiance en soi. Je vais te traduire dans un langage plus, on va dire, prosaïque, c'est-à-dire confiance en soi. Hein, C'est et ça. la confiance en soi qui nous amène évidemment à la connaissance. C'est exactement ça. Et moi, dans les séances de méditation, certaines étaient suivies par des rêves incroyables où je rêvais que Charlotte arrivait avec un instrument, qu'elle m'ouvrait le troisième œil. Tu vois?
Donc il y a vraiment eu un travail plus que symbolique, c'est un travail spirituel qui a été fait, toi, au niveau des énergies. C'est vraiment un travail sur les énergies. Mais je vais te poser la question, est-ce que tu penses que ce travail, cette transmission, qui est quand même une transmission, ne sont pas facilement accessibles à toutes les femmes. Disons que toi, moi, nous avons fait des études, nous sommes des femmes où nous travaillons beaucoup avec notre intellect, notre cerveau, et je pense à toutes ces femmes qui n'ont pas cette formation. Oui, Est-ce qu'on peut penser que cet enfantement de soi-même à travers une œuvre, c'est accessible à toutes les femmes aujourd'hui? Parce que ma question, ce serait comment justement inventer de nouveaux matriarcats, pour reprendre une expression dans ton livre, c'est-à-dire aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, comment comment tu les imagines, ces nouveaux matriarcats qui pourraient être beaucoup plus démocratiques, popularisés, dans un contexte quand même féministe très agressif, très séparatiste. Donc ça fait beaucoup de questions en une, mais je te pose cette question. Alors, c'est très intéressant. Moi, je pense que ces nouveaux matriarcats peuvent se vivre au sein de groupes de femmes. C'est indispensable. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que Charlotte avait été formée par d'autres. Tu vois, c'est quand même un fil d'or, si je peux dire. Hein. Je veux dire, on est formé et ensuite on va en former d'autres. Hein. Donc, c'est une chaîne de formation, c'est une autre filiation. Ce n'est plus une filiation biologique, c'est une filiation spirituelle. Et ça, c'est très important. Et des femmes comme ça, tu en as partout. Parce qu'elles ont quitté les groupes ésotériques, si tu veux. On n'est plus du tout aujourd'hui dans l'ésotérisme. C'est ouvert, ça s'est beaucoup ouvert, surtout depuis les années 70. Et là, dans les groupes de femmes, il y a eu énormément de femmes qui se sont formées. Il y a eu beaucoup de travail spirituel qui a été fait, sauf qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Tu penses que ce travail spirituel, il a eu un héritage? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la pensée féministe s'est nourrie de cet héritage spirituel? Par exemple, le mouvement des Tentes Rouges, qui est né aux États-Unis, sont des petits groupes comme ça qui se réunissent, comme des groupes de parole, si tu veux. Hein. Bon, là, il y a quelque chose qui se transmet, mais de manière différente. Ce sont des femmes qui sont passées par le féminisme et puis qui après font des groupes comme ça. Il y en a beaucoup aussi qui sont allés en Inde, à Auroville, auprès de la mère d'Auroville. Si tu veux, ça s'est disséminé. Ça s'est disséminé. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore à l'heure d'une culture. Non. Parce que, pourquoi? Moi, je voudrais reprendre la phrase de Lénine, quand il disait que la culture est une conquête individuelle. C'est à la portée de tout le monde, de toutes les femmes, à condition de le désirer. Et de faire en sorte de s'organiser pour que ce soit possible. Voilà, ça, moi je pense que c'est la base. Hein. Il y a des femmes qui n'ont pas envie de mettre au monde leur enfant intérieur. Bon, bah, tu ne vas pas les forcer. Hein. C'est un travail de faire ça. Hein. Et ça correspond à un besoin, une soif, si tu veux. Mais à notre époque particulièrement matérialiste, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin d'autre chose, d'autres nourritures, des nourritures plus nourrissantes, si je peux dire. Hein, En tout cas, plus apaisantes, j'ai envie de dire. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent souterrainement, je dirais. Hein. Mais il y a des livres, il y a des livres qui existent, mais ça ne fait pas encore une culture. Et ce que j'espère, moi, c'est que ce livre sur la maternité symbolique, ça va amener les femmes à réfléchir sur quelles sont leurs mères,
quelle est ma mère symbolique? Quelle est la femme qui m'a aidée, qui m'a fait grandir, qui m'a aidé moi à vivre ma création, par exemple, à devenir peintre ou à devenir écrivain, ou à faire n'importe quelle entreprise, à partir au bout du monde, enfin, tout ce qu'on veut. Tu vois, il y a toujours eu des femmes qui ont fait ça. Hein? Et je pense que, enfin j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes qui vont dire ah oui, moi, quelle est la femme qui m'a aidée? Moi j'ai dit, voilà, la femme qui m'a aidée, c'est elle. Et je raconte comment elle a fait et comment je me suis développée. Hein. Mais je pense que c'est faisable, qu'il y a tout un champ nouveau qui s'ouvre devant nous et qu'on a besoin de récits, de témoignages, hein, d'échanges sur cette question-là, de manière à faire, si tu veux, un nouveau rapport de force. Parce que moi, je pense que l'idéologie patriarcale a repris du poil de la bête. Parce que nous, l'égalité, si tu veux, ça a fait en sorte qu'on a complètement laissé de côté le fait que nous sommes des femmes. Notre spécificité, qu'est-ce qui fait qu'on est femme? Nous venons sur Terre en étant une femme. Ça a un sens. Et c'est ça, et on a abandonné ce sens-là au profit de l'égalité entre les sexes. Et moralité, on a certainement acquis une nouvelle place dans la société, ça c'est évident. Mais au niveau culturel, on a énormément perdu. Oui, parce que le militantisme féministe, c'est, je pourrais concentré sur l'acquisition des droits pour l'égalité, exclusivement. Et les droits ne nous nourrissent pas et de toute façon ne permettent pas, dans cette forme d'égalité par l'accès à la loi, ne donne au fond rien du tout de plus, si ce n'est de faire de la femme une victime, puisqu'à partir du moment où on a, à mon sens, hein, des lois spécifiquement dédiées aux femmes, ou aux homosexuels, ou aux personnes de couleur, la loi va forcément, à partir du moment où elle est sollicitée, mettre l'individu, le sujet, dans la posture évidemment victimaire. C'est ça que fait la loi. Exactement. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Voilà, et je suis d'accord. Et en effet... C'est une erreur parce que quand on se pose comme victime, on se pose comme par rapport à quelqu'un qui est notre oppresseur et par rapport à l'homme. Et la grande force du MLF, ça a été de se positionner par rapport à nous-mêmes, de tourner notre regard sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est important, parce qu'on a cessé de se définir dans une relation avec un homme. Par rapport aux hommes. C'est ça. On s'est défini par rapport à nous-mêmes et par rapport à soi. Et c'est là que l'amour de soi peut se récupérer. Quand on dit nous les femmes, nous sommes toutes, etc. C'est enfin on s'est reconnu dans les autres femmes et c'est merveilleux. Avant on ne nous donnait que des modèles masculins. Comment veux-tu te développer avec uniquement des modèles masculins? Donc là on a dit mais non, les femmes c'est très important. C'est là qu'on a commencé à chercher la littérature féminine. Dans l'histoire, on avait Colette comme exemple. Qu'on a commencé à étudier l'histoire des femmes, le cinéma, qu'on a découvert qu'il y avait énormément de choses. Et donc, on s'est construite, en tout cas moi je me suis construite dans une culture de femmes qui est devenue quelque chose de très vivant et de absolument indispensable. Et maintenant, il faut continuer. Il y a d'autres choses à développer, mais aujourd'hui, le seul discours, la seule chose qu'on a le droit de dire, c'est qu'on est des victimes. Là, je partage parfaitement ton point de vue. Oui, ça c'est clair. Donc non, on n'est pas des victimes. Moi, j'ai jamais voulu dire que j'étais victime de l'homophobie parce que pour moi, c'était un choix. J'assumais, j'aime les femmes. Je l'assume et j'en assume toutes les conséquences. Et je ne vais pas me plaindre si je suis victime de lesbophobie, et je l'ai été plusieurs fois dans ma vie, à commencer par ma mère. Donc, tu vois, mais je me suis construite dans quelque chose de positif, dans un choix. Donc les mères de nous toutes, j'aime beaucoup cette expression que j'ai découverte dans ton ouvrage, ce catalogue des féministes de la librairie des femmes à Milan, qui avait lancé cet appel des mères de nous toutes, je trouve ça très très beau,
qui en effet vont en faire déterrer des femmes littéraires qui ont été enterrées par l'histoire, tout simplement, qui vont faire ressortir toutes ces femmes qui ont créé d'ailleurs de tout temps, et donc et proposer de les remettre... Y compris des militantes féministes, hein, puisque à l'origine, cette expression « the mother of us all », c'est Gertrude Stein, c'est la pièce de théâtre qu'elle a faite sur Susan B. Anthony, hein, la féministe américaine. Donc effectivement, les féministes de la librairie des femmes de Milan ont fait un livre et un travail absolument fondamental, qui est loin d'avoir été digéré par nous, hein, c'était dans les années 90. Et pour elle, justement, elle disait que qu'est-ce que c'est les mères de nous toutes? Ce sont des femmes dont la liberté atteste de notre propre liberté, la liberté sociale. C'est-à-dire parce qu'il ne s'agit pas seulement de conquérir sa liberté d'être, mais aussi une liberté dans la société. Il faut l'inscrire dans la société. Et ça, c'est absolument indispensable, ces deux aspects-là, la liberté et dans la société. Et donc, les mères de nous tous, ce sont justement nos modèles, je pourrais dire, mais elles n'emploient pas le mot de modèle. Je pense que le mot mère est beaucoup plus juste parce que c'est une source. C'est une source de vie. C'est une source de vie. Eh bien, Marie-Jo, je pense que c'est une très belle conclusion, cette source de vie, et que je partage également avec toi. Je pense qu'on a beaucoup de mères, pour ma part, littéraires, que j'ai à cœur moi-même de faire découvrir, et qu'on a souvent d'ailleurs bien misérablement étouffé, hein. Je pense à Marie Legère de Gournay, l'éditrice de Montaigne, dont on a si peu parlé dans la vie de Montaigne, que moi je trouve ça, évidemment, m'interroge beaucoup, parce que bien sûr. Il y a d'autres femmes, évidemment, des femmes comme Claire de Duras, au début du 19e siècle, l'amie de Chateaubriand, qui était aussi une femme très brillante. Bon, bien sûr, il y a eu Madame de Staël à compter, mais il y a tellement de femmes qui ont écrit, produit. C'est extraordinaire. Ouais. Et toutes ces femmes-là, on ne sait pas. Moi, ça m'intéresse, je ne suis pas historienne, mais évidemment, ça m'a toujours. Quand je les rencontre par le hasard de mes lectures, mais je me dis, mais c'est vrai, elles ont une place fondamentale à un moment dans leur époque. Je pense aussi à. Moi, je pensais aux peintres, tu vois. Comme, oui, les peintres. Comme Elisabeth Vigée-Lebrun, parce que elle a travaillé sur le féminin, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Et elle a quitté la France, elle est partie 12 ans en exil, tu vois, en vivant de ses tableaux. Ouais. Je veux dire, c'est une vie de femme extraordinaire. Oui, on peut parler de Frida Kahlo, on peut parler... Absolument. Absolument. C'est ça qui est bien, si tu veux, c'est que quand même, maintenant, on a exhumé du passé, on a fait vraiment un travail d'archéologue. On a exhumé du passé toutes ces femmes et on peut les aimer, aller voir les tableaux, lire les livres et puis aussi transmettre, nous, notre propre expérience, ce que je fais. Merci.